Les plumes sur RCN, Mona. Nous sommes toujours avec Denis Bollot pour son roman La Demoiselle de Cornouailles, une enquête de Franck Terco publiée en auto-édition, et Pablo Béag pour son roman Les Disparus de Darlon, publié aux éditions Parfum de Nuit. Pablo, vous êtes fasciné depuis tout petit par la nature et ses mystères. Vous avez exercé le métier de botaniste avant de devenir professeur d'histoire. Vous avez publié 2 nouvelles, La recette de Vescarian en 2021, dans le recueil Apocalypse des éditions des Tourments, et Le plan de Gaël en 2021, toujours, dans le premier numéro de la revue en ligne Légende. Les Disparus de Darlon, c'est votre premier roman. C'est un roman d'épouvante dans lequel les références à la botanique et à l'histoire sont bien présentes. Vous voulez bien nous parler de votre roman ? Oui, tout à fait. Et bah, effectivement, le lien avec la botanique est très clair dans Les Disparus de Darlon, puisque l'un des personnages principaux, Margot, qui est donc la jeune femme que retrouve Paul Roudier, on va dire le personnage principal à Darlon, est une passionnée de botanique, qui fait d'ailleurs un herbier. Il l'avait connue à l'époque au lycée, et déjà elle s'intéressait beaucoup aux plantes, notamment à l'histoire des plantes, à leurs usages thérapeutiques ou d'ailleurs plutôt à l'inverse de la thérapeutie, on peut dire. Et puis l'histoire effectivement est extrêmement présente également dans le roman, puisque Paul Roudier est étudiant en histoire. Il réalise une thèse en fait sur les abbayes, sur l'économie des abbayes, et donc il va à Darlon pour enquêter à la base sur l'abbaye d'Auvrel, qui est au sommet d'une colline là-bas à Darlon. Et en arrivant sur place, il se rend compte en fait qu'il y a des disparitions inexpliquées à Darlon. Il y en a déjà eu 5 au moment où il arrive, c'est ça 4 au moment où il arrive, pardon. Et en enquêtant, du coup, en faisant son travail de recherche dans les archives de l'abbaye d'Auvrel, il se rend compte qu'en fait, il y a un symbole qui revient dans les disparitions actuelles, contemporaines, qui en fait se retrouve aussi dans les disparitions du Moyen-Âge, dans des disparitions du Moyen-Âge. Donc là, il commence à se dire qu'il y a peut-être un lien un petit peu étrange entre des affaires passées au Moyen-Âge et les affaires qui se passent actuellement, les disparitions inexpliquées qui perturbent la vallée depuis environ un mois, au moment où il arrive. Voilà. Donc ça, c'est un peu on va dire l'intrigue de base de l'histoire. Oui. Alors, quelle est la genèse de ce roman ? D'où vous vient l'idée de départ, en fait ? Alors là, honnêtement, c'est une très bonne question, parce que je ne sais plus exactement d'où me vient précisément l'idée. Clairement, j'avais les paysages, clairement, ça vient des Vosges, de mes balades dans les Vosges, et notamment dans le secteur du Donon, dans laquelle se passe l'histoire. Alors en fait, la vallée de la Sarre-Noire, dans laquelle se situe Darlon, n'existe pas, mais par contre, il existe bien dans les Vosges une Sarre rouge et une Sarre blanche. Donc c'est une vallée fictive que j'ai inventée, donc qui se passe clairement dans un paysage que je connais bien en raison de mes randonnées, etc. Donc c'est les Vosges, clairement. Après, d'où m'est venue vraiment l'idée des disparitions, ça c'est un petit peu plus compliqué. Je crois que j'avais l'image d'abord d'une... Bon, je peux pas trop en dire, sinon je risque de spoiler les gens qui veulent lire ce livre, mais j'avais des images en tête et qui se sont succédées, et au fur et à mesure, les liens se sont tissés entre les différentes images pour créer finalement une histoire. Et j'ai tracé d'abord un plan de base, et un petit peu comme expliqué tout à l'heure Denis, j'ai après évolué, le plan a changé au fil de l'écriture. Celui que j'avais pensé au début n'est pas forcément celui qui a abouti à la fin. Mais donc voilà, j'aurais un peu du mal à expliquer précisément d'où me vient l'idée. En fait, c'est plutôt une superposition de souvenirs et d'éléments. Voilà. Alors, les disparitions à Darlon sont récurrentes dans le temps, tous les 66 ans, apparemment. Oui. Alors, pourquoi 66 ans ? Un petit clin d'œil à la mythique route 66 ou à bien un petit morceau du nombre de la bête ? Le fameux Oui, un 666. petit morceau du nombre de la bête, probablement. Alors, en revanche, c'est une part de mystère que je laisse, parce que peut-être que vous avez remarqué aussi en lisant le livre, c'est que j'aime beaucoup laisser le mystère, finalement, à la fin, pas tout révéler, que le lecteur lui-même puisse se faire des suppositions, des hypothèses, qu'à la fin, contrairement à un policier peut-être classique, on ne sait pas forcément ce qui s'est passé, en tout cas pas explicitement ni clairement. Donc pour le nombre de 66, libre au lecteur d'interpréter ce nombre comme il l'entend. Les personnages dans le livre tentent bien une interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut. Après, voilà. Donc je ne donnerai pas plus d'explications là-dessus. Alors Darlon est un petit village isolé situé dans la vallée de la Sarre-Noire, dans le nord des Vosges. Un endroit oppressant où règne une odeur de sapin pourri. Un village qui pourrait couler des jours tranquilles avec le bistrot, lieu de rendez-vous des villageois. Oui, alors le bistrot, c'est vrai que j'ai essayé de créer un lieu un petit peu, on va dire bucolique, atypique, un lieu un petit peu chaleureux même. Je pense que les scènes qui se passent là-bas sont plutôt dans l'ensemble chaleureuses, du moins au début du roman. Justement, quand même en quelque sorte une sorte de cocon, on va dire un peu joyeux, au cœur d'une histoire et d'un décor qui finalement, au fur et à mesure du roman, s'assombrit jusqu'à finalement atteindre le bistrot lui-même, qui s'assombrit également finalement quand la noirceur envahit, on va dire l'ensemble de l'univers, quoi. Le bistrot n'est pas épargné. Alors, quand Paul Roudier arrive à Darlon, il y a déjà eu quelques disparitions, donc 4, et le héros va assister à d'autres disparitions, 7 au total, comme pour les années antérieures, quand ça se passait. Tout à fait.
Alors pourquoi 7 d'ailleurs? Là encore, 7 c'est un chiffre qui est souvent utilisé comme un chiffre un petit peu sacré, on va dire un chiffre un peu magique, dans beaucoup de romans, dans beaucoup de récits, dans beaucoup même dans la Bible, dans beaucoup de textes sacrés. Donc le chiffre 7 c'est un peu imposé naturellement dans ma tête, voilà. Oui. Tout simplement. D'accord. Alors, à la différence dans les grandes villes, à la différence des grandes villes, les villageois sont solidaires entre eux. Ils n'hésitent pas à se lancer dans la recherche des disparus, la nuit souvent, dans un monostyle. Ah oui, l'univers de Darlon et de la Sarre-Noire est profondément hostile. Alors déjà, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, il y a perpétuellement cette odeur de sapin pourri qui règne en permanence, mais qui s'accentue au moment des disparitions. C'est-à-dire que la vieille Mona Bellard, qui est le prénom est le même que vous, mais c'est pas du tout le même personnage. Mona Bellard, donc qui est la personne la plus ancienne du village, se rappelle que durant une série de disparitions qui s'est passée 66 années auparavant, il y avait déjà cette odeur qui s'était intensifiée juste avant les premières disparitions. Et donc elle ressent que l'atmosphère change avant même finalement qu'il y ait les premières disparitions de l'année 2019, parce que le roman se passe en 2019. Voilà. La lune a beaucoup d'importance dans votre récit, elle semble parfois redoutable. Alors la lune, oui, elle occupe une place importante dans mon récit. En fait, plus que seulement dans les disparus de Darlon, c'est un peu une entité impalpable et presque métaphorique que j'utilise dans beaucoup de mes récits. Aussi bien dans les disparus de Darlon que dans un prochain roman qui va sortir bientôt, que dans beaucoup de mes nouvelles. La lune est omniprésente. Et en fait, j'ai créé un personnage un peu fictif qui s'appelle La Lune, dont le nom est évidemment assez parlant. Et d'ailleurs, mon site s'appelle Les Chroniques de la Lune parce que je fais un peu de la lune le symbole du mal ultime et on va dire du désespoir qui peut s'abattre sur l'humanité à tout moment, comme si c'était un petit peu la magicienne ou on va dire l'empereur d'un univers maléfique un petit peu qu'elle dirige et qu'elle mène contre les hommes en quelque sorte. C'est un petit peu cette idée que je développe dans mes romans, dans mes nouvelles aussi. Et donc voilà, la lune, oui, c'est un personnage qui a beaucoup d'importance dans mes romans, et souvent d'ailleurs le cycle de la lune a aussi une importance, oui. Clairement, puisque le dénouement des disparus de Darlon se passe au moment de la pleine lune. C'est évidemment pas anodin du tout. Alors Paul va retrouver une ancienne amie, Margot, avec laquelle il n'avait pas été très très charitable quand il était plus jeune. Non, c'est vrai que quand Paul a rencontré Margot, il était un adolescent, et comme tous les adolescents, comme beaucoup d'adolescents du moins, il était un petit peu bête, du moins quand il y avait ses copains dans les parages. Et donc comme Margot était une adolescente un petit peu atypique, un petit peu spéciale, qui était très dans son monde, avec un look un petit peu particulier, qui avait des croyances un petit peu ésotériques, étranges, Paul effectivement s'est moqué d'elle quand ses amis étaient là. Mais par contre, au fond de lui, il avait beaucoup d'affection, voire plus pour Margot, et un jour quand même, ils ont eu l'occasion de se retrouver tous les deux, et là, il a montré finalement sa vraie facette du Paul gentil, on va dire. Et Margot s'en est rappelée, mais après, ils ont coupé les ponts, parce que Paul est redevenu, finalement, que dès qu'il a retrouvé sa bande de copains, il est redevenu, disons, le garçon un peu moqueur qu'il était en groupe, on va dire. Et donc, totalement par hasard, il se retrouve dans ce petit bistrot de Darlon où Margot enquête sur les disparitions. Oui, parce qu'elle est journaliste. Parce que Margot, effectivement, est journaliste pour un petit journal local, et donc elle fait des articles réguliers pour expliquer ce qui se passe, comment évolue l'enquête, etc. Oui. Mais elle a toujours gardé ce côté un petit peu particulier, en fait. Alors, Margot est un personnage très entier, je dirais, un personnage vraiment atypique, qui n'hésite pas à avoir des croyances qui sortent clairement de la norme, sans aucune gêne. Déjà, elle a des passions auxquelles elle se consacre avec vraiment beaucoup de force, sans discontinuer. Quand elle continue par exemple de faire un herbier, ce qui est quelque chose que ça se fait encore quand on est adulte, mais c'est vrai que souvent c'est plutôt quand on est jeune, puis après on arrête un peu ce genre d'activité. Margot est toujours passionnée de botanique, elle continue de croire en la magie, de croire aux fantômes, et elle n'a pas honte de ça du tout. Et d'ailleurs, elle a un petit peu la part irrationnelle de l'enquête, quand Paul, au contraire, est très rationnel et très cartésien, on va dire. Plusieurs fois dans le roman, d'ailleurs j'utilise un peu la comparaison entre Mulder et Scully dans X-Files, c'est un peu ça, sauf que là Margot est clairement l'équivalent de Mulder en quelque sorte, et Scully serait Paul, vraiment la partie cartésienne du duo. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'elle s'affirme, elle a pas honte de sa personnalité, je veux dire, elle est... Absolument, Margot est un personnage qui est particulièrement courageux, que j'essaie vraiment de dépeindre sous un jour, en tout cas que j'ai voulu extrêmement positif tout au long du roman. Un de mes proches un jour m'avait dit que dans ces deux personnages de Paul et Margot, on retrouvait finalement une part de ma personnalité dans chacun d'eux. J'avais à la fois le goût pour la botanique évidemment de Margot, son côté un petit peu rebelle aussi, puis un petit peu fan d'imaginaire, on va dire, avec beaucoup d'imagination, aimer les choses qui sortent du cadre naturel des choses, on va dire, aimer l'extraordinaire. Et par ailleurs, j'avais aussi le côté, on va dire, un petit peu, même très anxieux de Paul, et plutôt réservé de Paul dans la vie de tous les jours, le côté un petit peu renfermé, et puis oui, facilement effrayé, facilement angoissé de ce qui peut arriver dans l'existence. Voilà.
Mhm. Donc j'ai un petit peu une part de chacun. Alors le plus terrifiant dans votre histoire, c'est l'impression tenace que ce qui arrive au personnage peut aussi nous arriver à n'importe quel coin de rue, n'importe quand. Oui, l'une des particularités des textes que j'écris, aussi bien nouvelles que romans, c'est d'essayer de ne pas simplement faire une histoire à un instant T à un moment donné, un instant T à un lieu donné, mais plutôt d'essayer de créer une histoire qui métaphoriquement peut faire songer aux lecteurs à leur propre existence et du coup leur donner finalement peur de ce que eux pourraient aussi vivre finalement, puisque c'est vrai qu'à la fin, sans avoir besoin forcément de raconter ce qui se passe précisément à la fin du roman, Paul se met vraiment à se poser des questions sur le monde et en fait il y tombe presque. Enfin, c'est Darlon en quelque sorte une forme d'allégorie de la dépression dans le sens où Paul, au fur et à mesure du roman, perd toutes ses certitudes sur la vie. Il voit le voile de son innocence en quelque sorte se fissurer en se rendant compte qu'il y a probablement derrière les apparences des choses auxquelles il aurait préféré ne jamais être confronté. Et ce que j'essaie de mettre en évidence à la fin du roman, c'est que cette réalité, certes, Paul l'a vue, mais vous, qui êtes lecteur, vous ne l'avez pas peut-être encore vue, mais peut-être que ça va vous tomber dessus demain. C'est un petit peu ça ce que j'essaie Oui, c'est ça. de mettre C'est en une évidence. espèce de fantastique quotidien, quoi. En quelque sorte, oui. Et puis aussi essayer de questionner sur l'aspect, sur le sens de la vie aussi un petit peu à la fin du roman. Oui, J'aime on va beaucoup en parler, intégrer un peu de la philosophie dans mes livres, que le lecteur, confronté finalement à une histoire, puisse réfléchir à sa propre existence, au sens qu'elle pourrait avoir s'il tentait qu'elle en ait une, qu'elle en ait un, et aussi potentiellement sur ce qui peut arriver après la mort, ce que peuvent cacher les illusions que nos sens perçoivent autour de nous, ce genre de choses. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, comment dire, vous aimez distiller l'angoisse? Bon, vous dites que vous êtes anxieux, vous êtes angoissé, et vous aimez distiller l'angoisse? Oui, j'aime beaucoup distiller l'angoisse, j'aime beaucoup écrire. Ça, si vous me demandez si j'ai beaucoup aimé écrire Les Disparus de Darlon, oui, j'ai adoré écrire Les Disparus de Darlon. Alors cependant, contrairement à Denis, peut-être que je nuancerai un petit peu, je prends du plaisir à écrire, mais c'est aussi pour moi, je pense, un moyen de, en quelque sorte, d'exorciser justement ces peurs que j'ai en moi, et essayer de les, en quelque sorte, en les couchant sur papier, en les mettant clairement sous des mots, elles parviennent finalement à prendre moins de place dans ma tête que si je ne faisais rien, en fait, en quelque sorte. Ça me permet de mettre mes idées au clair, de savoir précisément de quoi j'ai peur, et de quoi les gens peuvent avoir peur, de quoi l'humanité entière pourrait potentiellement avoir peur dans cet univers. Donc pour moi, ça me permet finalement de la calmer dans mon cœur en la mettant sur papier, en quelque sorte. Mm-hmm. Alors vous pensez, comme Shakespeare, qu'il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que n'en peut rêver notre philosophie? Plus de choses dans le ciel et sur la terre. Ah bah oui, c'est ça. Ça m'a vraiment fait penser à cette citation de Shakespeare. Ça, je le pense sans aucun doute. Et je pense vraiment que on est dans un monde où nous ne percevons en fait qu'une infime partie de ce qui est. C'est-à-dire on a des illusions qui sont liées à nos sens, notre ouïe, notre vue, notre odorat, etc. Nous font percevoir le monde, et même notre cerveau nous font percevoir le monde d'une façon particulière. Une façon qui est peut-être probablement même erronée en bien des aspects, et ça c'est des choses qu'on ne peut pas voir nous-mêmes en tant qu'humains. Nous sommes bien trop petits en quelque sorte et trop insignifiants dans l'univers pour pouvoir percevoir ce qu'il y a de plus que tout ce qu'on peut voir. C'est vrai. Ça m'a fait penser un peu à la 5e dimension, la série des Hitchcock. Oui, c'est vrai que... Alors la fin de votre roman reste ouverte, elle ne donne pas toutes les réponses. Vous nous laissez avec nos angoisses, nos cauchemars, nos questionnements sur le sens de la vie et sur la vie après la mort. Oui, exactement, mais il y a une idée que j'aime beaucoup développer. Alors évidemment, c'est toujours l'écriture d'un roman, pour moi c'est aussi la possibilité de poser des idées, de faire questionner le lecteur sur des idées sans forcément dire que c'est ce que je pense fondamentalement, que j'en suis persuadé. Hein. Mais effectivement, le personnage Paul à la fin se questionne de savoir si ce qu'il a vécu ici à Darlon, qui était déjà assez horrible, est-ce que c'est finalement ce qu'il y a de plus horrible, ou est-ce que après la mort, il y a encore quelque chose qui pourrait être encore pire. Il faut que j'utilise la métaphore de l'entrée et du plat principal. Est-ce que la vie n'est finalement que l'entrée? Donc ce qu'il aurait vécu à Darlon, ce serait finalement juste l'entrée en quelque sorte d'un plat d'horreur, et que le plat principal n'arrive qu'après, et que il ne sait pas ce que c'est encore, et personne ne le sait. Et c'est vrai qu'à la fin de son roman, à la fin du roman, Paul est vraiment a perdu le goût de vivre. Alors certes, il y a des éléments positifs, notamment avec Margot, mais il commence à se questionner sur bien des choses, et sur le sens de la vie, et sur ce qui l'attend après la vie. Ça, c'est clair que c'est pour ça que je dis souvent que le Disparu de Darlon, c'est comme une allégorie progressive de quelqu'un qui tombe en dépression au fil du roman, pour dire les choses clairement. Il y aura une suite, vous avez prévu? Alors, il n'y a pas de suite au sens strict, c'est-à-dire que c'est pas forcément les mêmes personnages, ni la même intrigue, mais par contre, le roman que je vais sortir là dans 2 mois environ aux éditions Ex-Aequo, qui s'appelle Comme meurent les papillons, c'est un roman qui s'intègre dans le même, on va dire, univers que Darlon, dans le sens où il y a des personnages qui reviennent, il y a un univers global qui revient, ça se passe aussi dans les Vosges,
Et à un moment donné, les personnages vont clairement avoir une référence à Darlon dans le prochain roman, et donc ils vont même s'y rendre à Darlon. Voilà, je donne déjà un petit indice, ils vont se rendre à Darlon pour quelque chose. Et voilà, ça va pas être le cœur de l'intrigue, mais il y a bien un lien entre les deux. Donc c'est pas tout à fait une suite, mais un roman en lien avec la disparue de Darlon, oui. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous avez créé votre blog, Les Chroniques de la Lune, dans Oui. lequel vous parlez de vos publications. Vous mettez même à disposition des lecteurs quelques nouvelles. Oui, c'est tout à ça. fait. Et quelques-unes de vos chansons que vous interprétez d'ailleurs. Oui aussi, alors ça c'est vraiment une activité que je fais à côté, voilà. Ouais. Mon média, enfin mon centre d'intérêt principal c'est quand même l'écriture, à côté de ça j'écris aussi Oui. quelques chansons, donc je les interprète à la guitare ou au piano, oui. Alors, vous êtes vraiment très éclectique, compte tenu de votre parcours et du fait que vous êtes très jeune. Je peux vous demander comment vous trouvez le temps de tout faire? Vous êtes insomniaque? Alors là, le temps, c'est vrai que c'est pas toujours. En ce moment, ça me manque. Par exemple, ça dépend des périodes. J'ai des périodes où j'ai un peu plus de temps libre que d'autres. Voilà. Je travaille beaucoup le soir. Donc après les autres activités, hein, après le travail, après d'autres, la vie de famille aussi, la vie de couple, les amis. Bah oui, c'est Donc je sûr. travaille souvent le soir, puis un petit peu les matins, les week-ends. Voilà, j'essaie de trouver du temps quand je peux. C'est pas toujours facile, je vous le concède. Et vous, comme Denis disait qu'il avait de temps en temps changé, des fois il a toute la trame, des fois non. Vous aviez déjà la fin, vous saviez comment ça allait se terminer? Alors moi, je suis plutôt du genre, quand j'écris un roman, de faire vraiment un plan détaillé par chapitre, en tout cas assez clair. En revanche, des fois en écrivant, il m'arrive de trouver que, tiens, tel aspect, finalement en l'écrivant, je me rends compte que ça correspond pas à la personnalité du personnage, ou ça ne correspond pas à tel aspect, ou parfois une incohérence. On peut se rendre compte en écrivant qu'il y a une incohérence, et donc on est obligé de reprendre. Par exemple, pour les disparus de Darlon, j'avais pas forcément imaginé cette fin dans l'idéal, quand j'avais commencé à l'écrire, et puis finalement, c'est celle qui s'est imposée comme la plus logique et la plus naturelle. Mhm. Alors, vous allez peut-être vous étonner que j'ai invité un auteur qui écrit des romans policiers et un qui écrit plutôt du fantastique. Mais ils ont quand même plusieurs points communs. Non seulement, il y a la mort, de chez l'un ou chez l'autre. Oui, si mais... comme je disais tout à l'heure, dans les disparus de Darlon, la mort n'est jamais très claire. Hein. Oui, mais enfin, bon, les disparus des années précédentes ne sont jamais revenus non plus. Non, ils ne sont pas revenus, mais est-ce qu'ils sont vraiment morts ou est-ce qu'ils sont justement dans cet état qui est pire que la mort dont on a parlé tout à l'heure? Oui, c'est la question. C'est vrai que ça reste posé. Voilà. Mais vous avez aussi la botanique un peu en commun. Parce que Denis utilise le poison végétal. Voilà, le fameux arsenic végétal, Oui. l'aconite napelle en l'occurrence, Mmh. qui est, au détour de mes recherches, j'ai découvert que c'était le genre de choses qu'il fallait surtout pas manger. Donc, il y a des armes qui ne sont pas forcément des balles ou des drones, mais qui sont très efficaces aussi pour se débarrasser de quelqu'un. Oui, c'est clair. Voilà. Et vous aimez aussi, en fait, vous parlez à un moment donné des recettes de grand-mère, en disant que elles avaient tout compris, elles utilisaient les plantes. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah oui, tout à fait. Parce qu'en fait, la nature nous a donné, et nous donne encore, enfin, malheureusement de moins en moins, mais elle nous donne encore des tas d'éléments qui permettaient de se soigner. Tout ça a été capturé par l'industrie pharmaceutique, les gros labos, qui finalement nous vendent à prix d'or des choses que nos grands-mères connaissaient et avaient. Ça, j'aime bien dénoncer ce genre de petites choses. Parce que finalement, il y a beaucoup de remèdes de grand-mère ou de rebouteux qui étaient très, très, très efficaces. Oui. D'ailleurs, on fait appel un peu maintenant à nouveaux rebouteux, notamment les coupe-feux dans les hôpitaux. C'est vrai. C'est vrai, c'est marrant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a aussi une enquête, bien sûr. Vous, c'est une enquête pour trouver le meurtrier ou la meurtrière, et vous, c'est une enquête pour retrouver les personnes disparues. Oui, dans l'idéal, trouver qui est derrière tout ça, effectivement, c'est sûr. Oui, alors déjà, pour revenir sur la nature, c'est qu'aussi dans mon roman, en plus d'avoir été botaniste, j'intègre beaucoup d'éléments de la nature. Bon, on a compris que ça se passait dans la forêt, déjà. Mais il y a aussi beaucoup, dans les disparus de Darlon, beaucoup de références à des champignons vénéneux, des plantes aussi vénéneuses par ailleurs, des plantes en général d'ailleurs. Donc là, la botanique et la nature sont extrêmement présents. Pour ce qui est de l'enquête, c'est ça. Alors l'enquête, oui, il y a une enquête policière, on peut le dire en quelque sorte, si ce n'est que, contrairement aux policiers, il y a des éléments fantastiques qui viennent s'y ajouter, qui font que parfois la logique perd sa logique. Oui, on est bien d'accord. Non mais comme quoi, il y avait quand même quelques... Bon. Alors maintenant, on va parler de vos projets d'écriture qui commencent. Alors Denis? Donc j'en ai parlé tout à l'heure, effectivement, c'est quitter un petit peu le monde du policier et s'intéresser au monde un petit peu plus historique. Parce que je me suis aperçu au moment donc, des recherches du 5e, les gargouilles pour seul témoin,
je me suis rendu compte que je vivais dans une ville célèbre pour sa basilique, mais dont j'ignorais beaucoup de facettes historiques. Et quand on commence à s'y intéresser, on découvre des trésors. Alors pourquoi ne pas se servir de ces trésors, les mettre en valeur, essayer d'inciter les personnes qui passent par Saint-Nicolas-de-Port à s'arrêter à la basilique. Oui, c'était un phare avant. Hein. Oui, Saint-Nicolas-de-Port était plus grand que Nancy Bien sûr. au XVIe siècle. Oui. C'était une grande ville de marché. Mm. C'était resplendissant, c'était très très vivant. Et voilà, donc j'aimerais redonner l'envie de s'intéresser aux choses qui nous entourent et à côté desquelles on passe parfois sans faire attention. Mm. C'est ça en fait. Oui. Il faut dire qu'elle a pas de chance. Elle est vraiment encerclée par Elle des est maisons. enclavée. Oui, c'est ça complètement. Il n'y a aucun point visuel où on peut la voir en son entier. C'est vrai. C'est dommage. Alors, bien évidemment, on ne va pas mettre les habitants autour, les faire déménager pour avoir un joli parvis. Ce n'est pas le but du jeu, bien évidemment. Non. Mais la richesse de cette basilique, en fait, est presque plus à l'intérieur, dans ses conceptions, dans sa colonne torsadée. Mm-hmm. Allez voir, elle est magnifique, cette petite colonne torsadée. Elle a une signification et elle a une utilité. C'est la seule qui est torsadée dans toutes les colonnes qui se trouvent dans la basilique. Et il y a une raison pour ça. On attendra d'avoir votre Absolument. roman, hein, bien sûr. Mais on verra quand même, on reverra Franck Terco quand même. Ah oui, bien sûr. Parce que je pense que ce roman un petit peu historique va vous prendre plus de temps que l'écriture d'un policier, non ? Disons que ça fait déjà un moment que je suis sur ce livre. Oui. Je dois dire que la séquence pandémie a quelque part un petit peu saboté l'envie d'écrire. Ah oui. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu la sensation d'être privé de plein de choses. Et ça s'est retranscrit en fait dans l'envie d'écrire. Et j'ai perdu l'envie, j'ai perdu l'inspiration. L'inspiration ne venait pas aussi facilement que ce qu'elle venait auparavant. Mm-hmm. Donc là, maintenant qu'on commence à en sortir, ça revient. C'est bien. Mais oui, je suis ravi que ça revienne. Bah oui. Donc voilà, alors je pourrais écrire les deux bouquins en parallèle, puisqu'en fait ce sont deux mondes différents, donc ils ne vont pas s'entrechoquer. Non, c'est ça. Ça, c'est pas bien méchant, ça. Mm-hmm. Après, il suffit d'être bien dans son univers, de celui qui nous intéresse. Voilà, bien ranger le bordel qu'on a dans sa tête, histoire de ne pas encore se retrouver dans des configurations qui sont totalement idiotes. Donc voilà. Mais ça, oui, on peut y arriver. Écrire deux bouquins en même temps, oui. Ça, c'est pas un souci. Et vous, Pablo, vous avez été perturbé aussi par le... Bon, honnêtement, non, ça a été. Mais je peux comprendre qu'on puisse être perturbé, parce que c'est vrai que l'inspiration, on la prend dans la vie de tous les jours. Hein. Donc forcément, si on a moins de moments de vie où on voit d'autres personnes, où on est dans des cadres variés et divers, forcément, l'inspiration vient moins. Mais de mon côté, je dois admettre que j'ai plutôt profité du temps que ça m'a laissé à certains mois ou pour écrire, me lancer dans des projets que j'avais en tête depuis longtemps. Donc voilà. Et donc il y en a un qui est déjà écrit puisqu'il va paraître. Oui. Et vous en avez un autre en cours déjà aussi ? Alors oui, effectivement, donc j'ai Comme meurent les papillons qui va sortir d'ici 1 ou 2 mois, donc aux éditions Ex-Aequo. Et en ce moment, je suis sur la phase d'élaboration d'un prochain roman. Mais vraiment la phase où je suis en train justement de réfléchir au plan, réfléchir aux chapitres, aux personnages, à leur personnalité. Donc c'est vraiment encore à un stade précoce, on va dire, mais ça commence à prendre forme. Donc il y a de bonnes chances qu'il y ait un prochain roman dans les années à venir, quoi. Ouais. Oui. Et puis sinon, j'écris toujours beaucoup de nouvelles, quoi. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment j'ai commencé par la nouvelle avant d'écrire des romans, et donc c'est vraiment, je dirais, mon quotidien, quoi. La nouvelle, je fais beaucoup de nouvelles, et puis le roman, ça vient vraiment que quand j'ai vraiment une grande idée qui est propice à être longuement développée. Mais sinon, vraiment, ce que je fais la plupart du temps quand j'écris, c'est me mettre devant mon clavier et écrire une nouvelle. D'accord. Voilà, et ce sera toujours du fantastique ? Alors oui, la plupart de mes nouvelles sont fantastiques. Oui, si elles sont toutes fantastiques pour ainsi dire, ou en tout cas tout en lien avec soit l'épouvante, soit l'horreur, soit le fantastique classique, ou un peu de science-fiction également, mais voilà, ça reste toujours dans le même univers, c'est sûr. Et vous, John, vous allez continuer à écrire aussi ? Oui, bien sûr. Oui. Alors, contrairement à Denis, moi, c'est le Covid qui m'a fait écrire. Je suis intermittent de spectacle depuis une 30aine d'années, donc j'ai beaucoup joué un peu partout.
Mais le fait d'être en stand-by comme ça, quasiment pendant 2 ans, j'ai écrit une douzaine de nouvelles, chose que j'avais jamais fait avant. J'ai écrit un CD de chansons que j'avais jamais, enfin de chansons personnelles que j'avais jamais faites avant. Donc moi, c'était l'inverse. Comme quoi, suivant la situation, ça peut être différent. Hein. Et donc, là, j'écris d'autres nouvelles, oui. Un petit peu comme toi. Hein, Ouais. Donc vous cherchez un éditeur pour votre recueil, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, oui, j'ai envoyé, on attend. Bah écoutez, on va croiser les doigts. Voilà, entre 3 et 6 mois, c'est ça la règle. Alors merci à Denis Bollot d'être venu nous présenter son roman La Demoiselle de Cornouailles, une enquête de Franck Terco publié en auto-édition, et à Pablo Béag venu nous parler de son roman Les Disparus de Darlon publié aux éditions Parfum de Nuit. Merci également à John Bullitt qui nous a fait la lecture de sa nouvelle Sniper. Merci à Pierre qui était à la technique aujourd'hui, et nous nous quittons sur Little Something par Mélodie Gardot et Sting. Au revoir à tous et à bientôt. Au revoir.